Bonjour et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. L'évasion fiscale prend de l'ampleur en Afrique. Le phénomène préoccupe les administrateurs francophones. Ils comptent y trouver des solutions à l'issue d'un atelier initié par le Centre de recherche et d'études des directions des administrations fiscales. Bonne nouvelle pour les patients et usagers du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Les activités du service des urgences ont repris depuis hier avec la promesse du gouvernement d'accompagner davantage cet hôpital. Le groupe musical béninois Polyrythmo a 50 ans. Les festivités pour célébrer cet anniversaire s'annoncent grandioses avec un programme de manifestation très alléchant que vous découvrirez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'évasion fiscale dans les pays francophones, les États membres s'en préoccupent. La question fait objet d'échanges à Cotonou pour venir à bout du phénomène. La rencontre est initiée par le Centre de recherche et d'études des directions des administrations fiscales en partenariat avec l'OCDE. Le reportage de Benelli Alopon présenté par Jérôme Mumbo. L'évasion fiscale est une pratique par laquelle les acteurs et opérateurs économiques évacuent les capitaux produits dans leurs entreprises sans les déclarer dans le but de les soustraire à l'impôt. Une situation préjudiciable à l'économie de plusieurs pays. Et c'est pourquoi le Centre de recherche et d'études des directeurs des administrations fiscales, CREDAF, a organisé cette rencontre en vue de mettre au même niveau d'information tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les crimes fiscaux. L'objectif primordial du projet est d'amener nos États à se doter d'un système fiscal moderne à l'échelle internationale pour atténuer considérablement l'évasion et la fraude fiscale à défaut de les enrayer définitivement. Cette rencontre de 3 jours est conjointement organisée par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, le Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF et le pôle stratégie de développement et finances publiques en partenariat avec la Direction générale des impôts du Bénin. La réunion de Cotonou, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doit aller plus loin pour apporter des réponses hardies et innovantes à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Le CREDAF se réjouit de l'ouverture aux représentants de la société civile, invités à partager leurs perspectives et leurs positions concernant le cadre inclusif BEPS et l'efficacité du soutien apporté aux pays en développement dans la mise en œuvre des mesures issues du projet BEPS. Les participants sont appelés à jouer un rôle actif durant la réunion tout en partageant leurs expériences et leurs positions sur la mise en œuvre des mesures issues du projet BEPS. La publication des audits de la filière coton continue de susciter des réactions. Au sein de la société civile, les avis sont partagés, mais les acteurs restent engagés sur la nécessité de poursuivre les mises en cause et de faire la lumière sur le dossier. Suivons ici les regards croisés de Gustave Assa et Martin Assoba. C'est sur des propos recueillis par Pulvaeus Balogun et Brice Urchibozo. Notre appréciation par rapport à la publication de ce rapport d'audit est que nous sommes très enchantés. Parce que nous parlons justement de rupture. Rupture avec les anciennes pratiques. Donc, nous, on veut que les audits soient publiés. Nous avons appris avec tout le monde qu'il y a eu l'audit qui a été réalisé. Nous étions donc très touchés par cette publication et qui révèle une fois encore que nous avons des problèmes dans notre pays d'une manière ou d'une autre, que les audits révèlent les problèmes de corruption, les problèmes de malversation, les problèmes peut-être d'impunité aussi. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de ne pas faire les choses de manière sélective. Il faut aller jusqu'au fond. Parce que s'ils ne vont pas jusqu'au fond, d'autres personnes auront toujours la velléité de détourner les fonds publics puisqu'ils savent que les dossiers n'aboutissent. Or, c'est dans l'aboutissement des dossiers que ceux qui ont la velléité vont changer de comportement.
les mises en cause aussi ont aujourd'hui et jouissent aujourd'hui de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tout ce que nous allons déplorer, c'est qu'il n'y ait pas une ingérence politique dans cette affaire. Ceux-là qui sont cités, une fois que le dossier sera devant la justice, je pense bien qu'il le sera, on les écoutera. Et ceux qu'ils pensent qu'on devrait citer, que l'audit doit citer et qui n'ont pas été cités, eux, ils n'ont qu'à donner leur nom et le procureur se chargera de les inviter pour les écouter aussi. Parce que chacun doit pouvoir donner sa part de vérité dans ce dossier. Mais aucun d'entre eux, je dis bien aucun d'entre eux, ne pourra nous dire qu'il n'y a pas un début de vérité dans ces audits-là qui appellent leur nom. Les travaux relatifs au projet fibre optique se poursuivent. Le collectif des sous-traitants pour la pose de la fibre optique dénommé Vision Nouveau Départ était hier face à la presse. Il dénonce une certaine intoxication qui serait distillée dans l'opinion publique. William Aguia et Iliad Bukovo pour le point. Ils veulent ici rétablir la vérité suite à certaines allégations relevées dans la presse. Des allégations de certains sous-traitants qui font croire à l'arrêt du projet suite au mauvais traitement de la main-d'œuvre. Le projet de pose de fibre optique dans les 77 communes du Bénin suit son cours, relèvent les conférenciers. Nous, on est sur le terrain. On a des contrats en bonne et due forme avec la société Télésupplécom et jusqu'à preuve de contraire, Télésupplécom n'a jamais bloqué les travaux. Or, c'est ce qu'ils ont dit sur le journal. Nous demandons aux Béninois de ne pas résister au progrès. Le plan de couverture numérique intégrale du territoire béninois est un progrès notoire. Le Sénégal est passé par là, le Canada est passé par là, le Bénin veut passer par là, il ne faudrait pas résister au progrès. Ils tiennent donc l'opinion publique à témoin et rassurent. Les entreprises béninoises impliquées dans le projet sont régulièrement payées dès qu'ils exécutent leur travail. Nous, collectif des entrepreneurs sous-traitants, réagissons aux allégations mensongères publiées par une certaine presse et à l'initiative de certains acteurs mal intentionnés, agissant pour saboter l'un des projets phares du gouvernement. Le projet de pose de fibre optique dans toutes les communes du Bénin, l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement, prend fin en décembre prochain. Et puisqu'on parle de communication, Bénin Télécom SA annonce la restructuration du secteur des télécommunications au Bénin. Les grandes lignes des réformes de cette société ont été présentées à la presse hier. Elles visent à terme à transformer le Bénin en une plateforme de services numériques. Rebecca Kendiaoundé pour le compte-rendu. Échange à bâton rompu avec les journalistes pour expliquer le contenu du projet de restructuration dans le secteur des télécommunications au Bénin. La situation délétère qui prévaut au niveau des opérateurs publics est à l'origine de ce processus de restructuration. Aujourd'hui, on est dans un contexte où vous avez des opérateurs privés qui ont aujourd'hui la plupart de la part du marché global. Donc 92% de cette part de marché aujourd'hui est détenue par MTN et Etisalat Move. Et il est difficile pour Libercom aujourd'hui de compétitionner dans cet environnement qui devient de plus en plus concurrentiel et de plus en plus exigeant. Libercom SA, Bénin Télécom Service SA et Bénin Télécom Infrastructure SA sont les trois structures concernées par cette réforme. Elles visent à transformer le Bénin en une plateforme de services numériques. Il s'agit spécifiquement de séparer les infrastructures de gros des infrastructures de détail et de services au détail. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, la façon la plus optimale de pouvoir restructurer le secteur, c'est de créer un environnement où les opérateurs privés, les opérateurs de services, peuvent avoir accès à une infrastructure nationale largement, principalement en fibre optique, pour pouvoir développer les services. Lorsqu'ils ont accès à cette infrastructure, ça développe plus rapidement les services. Le gouvernement a déjà investi plus de 40 milliards dans le projet de développement des infrastructures à fibre optique pour la couverture de l'ensemble du territoire et continue d'investir aujourd'hui pour pouvoir
connecter l'ensemble des 77 communes. Un comité de pilotage présidé par le ministre de l'Économie et des Finances a été mandaté pour mener à terme ce processus. Fin de la semaine de recherche scientifique et de l'innovation technologique. Pendant 5 jours, les enseignants-chercheurs du Bénin et ceux de la sous-région ont exposé au grand public les résultats de leurs recherches. Le compte rendu avec William Choki et Iliad Bukovo. 17e édition de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, stop et fin ce vendredi 30 juin 2017. Pendant 5 jours, les enseignants-chercheurs du Bénin ont pu frotter leur ménage avec celle des collègues de la sous-région. Une semaine scientifique, meublée aussi par 120 communications portant sur diverses thématiques. La Journée de la Renaissance scientifique a été créée pour booster tous les pays de l'Afrique, aussi bien l'Afrique subsaharienne que l'Afrique en haut du Sahara, pour que nous puissions nous rendre compte que sans la recherche scientifique, l'Afrique ne peut pas se développer. Cela nous permet, nous les scientifiques, de nous retrouver pour pouvoir échanger sur les résultats de nos recherches. Et je salue ici les doctorants qui n'ont pas été du reste et qui ont fait des communications par rapport à leurs travaux de recherche. Si la recherche scientifique et l'innovation technologique à l'ère des réformes étaient le sujet phare à l'entame de cette rencontre scientifique, la clôture a orienté les réflexions sur la phytothérapie et le développement des médicaments améliorés avec en toile de fond l'expérience béninoise. Le projet Bénin Taxi met en service ses premiers véhicules, 50 taxis pour desservir Cotonou et ses environs. La mise en service officielle a eu lieu hier lundi 3 juillet au stade de l'Amitié générale Mathieu Kérékou en présence d'une forte délégation ministérielle. Reportage. Une vague jaune sur Cotonou et environ. Le projet Bénin Taxi met en circulation ses 50 premières voitures, des véhicules assistés par tracking, tablettes et Wi-Fi à bord. Preuve de l'importance qu'accorde le gouvernement de Patrice Talon à l'emploi des jeunes. Une forte délégation ministérielle pour procéder officiellement à la mise en service de ces 50 premiers taxis. Abdoulaye Biochane, du plan et du développement, représente le chef de l'État. L'initiative originale de mettre en œuvre un projet de taxi de nouvelle génération dans les grandes villes du Bénin est pour le chef de l'État le premier pas à franchir dans l'impérieuse nécessité de promouvoir le tourisme qui occupe une place importante dans notre programme d'action de gouvernement, le Bénin révélé. Le projet Bénin Taxi, tout en créant de l'emploi, constitue une réponse aux difficultés liées au transport et à la mobilité dans les grandes villes du Bénin. Il est le fruit d'une bonne synergie entre l'État béninois, qui y a mis de gros moyens, et des structures privées. Abdoulaye Biochane dissipe toute inquiétude liée à la concurrence. Les touristes et autres visiteurs étrangers que notre pays reçoit déjà et va recevoir de plus en plus, beaucoup parmi eux sont moins habitués aux émigrants. Je veux rassurer nos amis émigrants qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à travers ce projet. La porte-parole des nouveaux propriétaires de ces véhicules flambant neufs remercie le président de la République Patrice Talon avant de dire tout l'espoir qu'elle met, elle et ses pairs, dans le projet. Fini donc pour nous la précarité, le sous-emploi, car ce projet dans son développement embrassera bien de domaines d'activité et fera de nous des entrepreneurs. Ils ont eu pour premier client les membres du gouvernement. Je vous l'annoncer en titre, hypothéqué depuis plusieurs semaines, le service des urgences et le bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant Lagune sont à nouveau opérationnels. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, est allé vérifier l'effectivité de cette reprise dans la matinée d'hier lundi. Il a ensuite réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner davantage cet hôpital. Océane Amoussou et Blaise Adampo pour le point. Cette image indique que le service des urgences et le bloc opératoire du CHUMEL sont à nouveau fonctionnels. Un constat fait aussi par le ministre de la Santé. Alassane Seydou était ce lundi dans les locaux de l'hôpital. L'OMEL est opérationnel. Les patientes peuvent revenir. Tout se passera comme par le passé, sinon mieux que par le passé. Parce qu'il y a quand même eu une amélioration notable par rapport au plateau technique.
Médecins, sages-femmes et autorités du CHUMEL saluent l'initiative du gouvernement. Ils rassurent sur l'effectivité de la reprise des activités. Vraiment, ça faisait très mal au cœur de ne pas pouvoir prendre en charge des femmes dans des conditions vraiment correctes, comme elles le méritaient, et d'être obligés, nous, en tant que centre de référence, de renvoyer les femmes vers d'autres formations sanitaires. Nous exhortons la population béninoise à venir massivement au CHUMEL. Donc nous leur rassurons que le travail a bel et bien repris et qu'ils peuvent passer à tout moment. Nous prenons l'engagement de veiller à ce que les travaux de maintenance soient véritablement assurés pour éviter d'arriver à des situations du genre qu'on a vécues il y a quelques jours. Toutefois, le responsable du bloc opératoire fixe une condition pour éviter de retomber dans les mêmes travers. Ce que nous devons souhaiter pour éviter de revivre la situation de la dernière fois, c'est que les cadres de votre ministère et ceux du ministère des Finances jouent leur partition pour que dans les semaines à venir, les 2 autres salles soient rendues fonctionnelles. Des engagements aussi ont été pris par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même, pour que les 2 autres blocs qui restent soient équipés dans les semaines à venir. La reprise des activités du service des urgences et du bloc opératoire du CHUMEL sonne la fin d'un calvaire pour les populations. Elle vient aussi soulager le trop-plein des autres centres sollicités. Parlons à présent des examens de fin d'année scolaire et académique. Un peu plus de 460 candidats composent dans 5 filières différentes du BTS au centre de Davier à Porto-Novo, et c'est dans ce centre que les autorités du ministère en charge de l'enseignement supérieur sont allées lancer officiellement le BTS 2017 au plan national. Guillaume Avienou et Patrick Nimavo pour le point. Collège d'enseignement général public de Davier à Porto-Novo ce lundi matin, peu avant 7 heures. Des candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur, cherchant leur salle de composition. Une demi-heure plus tard, des personnalités font leur entrée dans le centre de composition. À leur tête, la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Elles sont venues lancer officiellement le BTS 2017 au plan national. Porto-Novo, c'est la capitale. Porto-Novo a besoin d'être redoré et c'est pour ça que nous sommes là. Nous encourageons à beaucoup de méthodes dans le déroulé de l'examen et nous espérons que très bientôt, les étudiants auront leurs résultats et que les parents seront satisfaits. Quelques 482 candidats devraient composer dans 5 différentes filières ici au CEG Davier. Nous ferons tout, nous-mêmes, engagement personnel et puis toute l'équipe qui est à cette tâche que nous allons en faire une réussite. Travailler dans l'harmonie réelle pour que votre vision soit honorée. Pour 2017, 6258 candidats, dont 287 ayant conservé leur admissibilité en 2016, composent pour le BTS toutes filières confondues, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les compositions s'achèvent jeudi prochain. Ils sont donc environ 6 000 candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur session de juillet 2017. Les épreuves écrites ont officiellement démarré, vous l'avez suivi, ce lundi 3 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au centre d'examen collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, 183 candidats composent. Ronald Robinson et Michael Noati. 8 heures, c'est enfin l'heure pour les 183 candidats en quête du brevet de technicien supérieur de découvrir le contenu de la toute première épreuve de cet examen. L'épreuve a été lancée effectivement à 8h00. Quelle est cette épreuve? C'est l'épreuve de technique d'expression écrite et orale. Nous avons procédé d'abord à l'appel. L'effectif d'abord des surveillants, il n'y a pas d'absent. Tous les surveillants ont répondu présent. Bien vous appliquer, bien vous concentrer, ne pas paniquer. Nous souhaitons avoir un taux de succès très honorable et nous savons que vous êtes bien préparés et que nous aurons ce taux très encourageant pour vous-même et pour les parents et pour tout le système universitaire. Donc bonne chance. Le collège d'enseignement général de Zongo est le seul centre d'examen qui couvre tous les départements du Nord Bénin.
Les 183 candidats attendus dans ce centre sont répartis dans 5 filières. La comptabilité de gestion a un effectif de 76. La marketing et action commerciale, 42 candidats. Communication d'entreprise, 10 candidats. Banque finance d'entreprise, 13 candidats. Et management des ressources humaines, 42 candidats. Le nombre d'inscrits cette année dans ce centre-là est en régression par rapport à l'année dernière. Au total, 5 971 candidats répartis dans 11 centres pour tout le Bénin, dont 9 à Cotonou, 1 à Porto-Novo et 1 à Parakou, sont convoqués pour cet examen du brevet de technicien supérieur. Et pendant que les candidats au BTS composent, ceux du BEPC sont déjà fixés sur leur sort. En effet, les résultats du BEPC 2017 sont connus depuis ce lundi matin. Et si au plan national, le taux d'admissibilité est de 50,56%, le département du Borgou s'en sort avec 50,01% et est classé 6e. La proclamation des résultats a eu lieu dans le département du Borgou à la direction départementale des enseignements secondaires en présence des acteurs du système éducatif, des candidats et des parents. Le point, c'est avec Shamstine Baghiri et Kadnel Kakou. Les résultats du département du Borgou, classé 6e au niveau national. Nous nous réjouissons et nous allons nous mettre résolument au travail pour mieux faire. 16% l'année dernière, plus de 50% cette année. Les résultats du BEPC dans le Borgou affichent ainsi un tableau reluisant. Cet exploit ne laisse pas indifférents les acteurs du système éducatif du Borgou. Total, au titre des présents, dans les centres de composition et dans les salles, 20 129 admissibles pour le département du Borgou, garçons 6 256, filles 3 823, total des admissibles 10 079, soit un pourcentage d'admissibilité de 50,01%. Je vous avoue que je suis satisfait. Si les résultats du BEPC se sont améliorés cette année, c'est grâce aux réformes contenues dans le PAG concernant l'éducation et aussi à la synergie des acteurs du système éducatif du Borgou. Comment on a pu passer de 16% à 50,01%? L'explication, c'est qu'il y a le concret dans le programme d'action du gouvernement. Deuxième niveau d'explication, au niveau local, le leitmotiv, c'est la synergie entre tous les acteurs de l'éducation du Borgou. Au nombre des 5 premiers du Borgou figurent 3 filles et la plus forte moyenne est de 18,13. Les épreuves orales démarrent le mercredi 5 juillet prochain, suivies des épreuves sportives. Ouvrons à présent le carnet noir de cette édition. Il a été membre du premier gouvernement du Dahomey en 1960 comme ministre de la Justice, mais aussi ancien gouverneur de la Banque mondiale et député. Il a une carte de visite bien remplie et vous vous en doutez, il s'agit bien de l'ancien bâtonnier Joseph Adignon Keke qui nous a quittés le 1er juillet dernier. Il avait 97 ans. En attendant de revenir beaucoup plus en détail sur la vie et le parcours de l'homme, nous vous proposons ici les réactions de quelques personnalités interrogées par Wenceslas Aouaimon et Jean-Claude James. Je voudrais d'abord saluer la glorieuse mémoire des Kouyous, que j'ai eu l'occasion, malgré la distance entre nos âges, de croiser, d'échanger avec lui. Sur le plan politique, il a fait un bon parcours. Il était PRD de président Feu Souroumigan à Piti. Je n'ai pas entendu au cours de sa carrière politique qu'il a fait une migration vers ailleurs, comme ça se passe aujourd'hui, comme c'est devenu un sport. Donc c'est une personnalité respectable. Et ces exemples-là doivent servir de leçon à ceux qui aujourd'hui font de la politique du ventre. Je crois que l'État lui doit beaucoup de reconnaissance et il faut lui rendre les hommages qu'il mérite. J'ai intégré le barreau
en décembre 1987. J'ai prêté serment et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré pour la première fois. Il est venu me féliciter comme tous nos confrères. Je ne le connaissais pas. Mais ce que je retiens surtout de ce monsieur, il a comme un rituel vis-à-vis des confrères, qu'on soit de sa génération ou non. La première fois où je reçois un télégramme, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, un télégramme? Et j'ouvre le télégramme, c'était la première semaine du mois de janvier. Et je vois qu'il me souhaitait bonne et heureuse année. Waouh! Et jusqu'à ce qu'il disparaisse maintenant, le bâtonnier Adjignon Keke vous envoie systématiquement un télégramme. C'est pour dire que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Nous retenons quand même qu'il a été le premier ministre de la justice de l'indépendance, du premier gouvernement de l'indépendance, et puis tout ce qu'on peut, on peut lui souhaiter un repos éternel. Il a la chance d'avoir vécu. Voilà toutes nos condoléances à la famille éplorée et paix à l'âme du disparu. Conférence interreligieuse à la Maison des Jeunes de Basila. Placés sous le thème religion et intégrisme, les participants de différentes confessions religieuses ont répondu massivement présents à l'appel de la Jamaat islamique Ahmadiyya. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 années d'existence de la communauté au Bénin. Les autorités communales et politico-administratives ont également fait le déplacement pour soutenir l'initiative qui vise en effet à unir davantage les filles et fils du pays. Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé pour le reportage. Nous venons d'écrire une page de notre La histoire. rencontre appréciée à sa juste valeur par les responsables religieux et les dignitaires garants de la tradition vise à mettre l'accent sur les valeurs prônées par l'islam, d'où le choix du thème religion et intégrisme. Le Coran stipule clairement qu'il est interdit de prendre l'épée pour diffuser le message de l'islam. Il recommande de présenter les qualités innées de la religion et d'attirer autrui en étant soi-même un exemple de piété. Nul ne sera de trop dans la longue marche pour l'acceptation de l'autre. On peut pratiquer sa religion, on peut aimer ce qu'on fait, tout en respectant celle de l'autre. Ce qui va changer le monde, disait un saint chrétien, c'est l'amour de Dieu, c'est la charité. Chers chrétiens, chers marabouts, fidèles de Allah, je vous en prie, unissons-nous. Au-delà de la célébration du cinquantenaire au Bénin, les initiateurs visent à pérenniser les œuvres du fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Parce que le fondateur de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, lui, il a œuvré dans sa vie dans les années 1896. Donc en Inde, il a regroupé toutes les religions en leur demandant que nous tous nous parlons le même langage, il faut que nous respectons un les autres et pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Cette conférence est très importante à mon sens, du fait qu'elle permet d'attirer l'attention, de lever le voile et de montrer que ce que les religions enseignent en réalité, c'est très loin de ce que le radicalisme enseigne aux gens. La rencontre de Basila est la 5e d'une série de 12. Bientôt 50 ans pour le groupe musical Polyrythmo et il est toujours actif. Créé en 1966, l'orchestre est un groupe originaire du Bénin qui mêle des influences de l'afrobeat, du funk et du soukous. Après une tournée musicale dans 10 États de l'Europe, le groupe annonce les festivités marquant ses 50 ans de vie et c'est au micro de Rebecca Kendiahoundé et Enoch Onkwati. On est allé faire notre musique que le monde entier aujourd'hui aime. Partout où nous sommes passés, je vous dis, il y avait des Européens qui pleuraient quand on partait. C'est rare de voir un orchestre jouer, sortir de la scène, revenir faire quelques morceaux pour partir et que la foule refuse que l'orchestre s'en aille. Ils sont restés 40 minutes à attendre. Nous avons été obligés de retourner en coulisses, nous rhabiller
pour revenir jouer. Je crois que c'est une marque de mérite. Et ce mérite, c'est pour mon pays, c'est pour le Bénin. Dans le cadre de ces 50 ans, les concerts que nous allons donner, il y aura des artistes invités, des artistes pas béninois, internationaux, et bien des béninois aussi qui vont arriver. C'est une question de moyens et de disponibilité. Nous allons œuvrer à avoir ces moyens, et si c'est prêt, de grands artistes viendront animer ces 50 ans avec le tout-puissant Polyrythmo. C'est un plaisir pour moi, un honneur, parce que vous savez, en toute chose, il faut des idoles, et c'est eux que nos enfants doivent imiter. Et je pense que nous allons les accompagner par rapport à tous leurs projets. Nous sommes heureux de les voir représenter dignement le Bénin dans tout le monde entier. À chaque niveau, c'est une salle comble. Cela voudra dire que le Bénin, à travers sa culture, est toujours vivant. Et organisons-nous pour leurs 50 ans. C'est le Polyrythmo révélé. Baba Djide, Baba Djide, Baba Djide, Baba. Voilà, et joyeux anniversaire donc au Polyrythmo, et c'est sur cette note musicale que s'achève cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Bonne suite de journée à chacun et à tous.